Je suis maintenant avec Elsa Godard. Elsa, bonjour. Bonjour. Alors tu nous as présenté ce matin tes 3 pistes de réflexion pour nous aider à mieux appréhender les changements du monde. Est-ce que tu peux nous les resynthétiser pour ceux qui n'étaient pas là? Alors, je suis partie sur un diagnostic, c'est-à-dire comment décoder ce qu'on appelle l'hypermodernité, c'est-à-dire une société de l'hyper, de l'hubris, de la démesure, qui va évidemment avec le développement technoscientifique et l'entrée dans la virtualité. Et notamment, j'ai mis au jour 2 changements de paradigme. Le premier, c'est notre rapport au temps et à l'espace. Nous entrons dans une nouvelle représentation du temps et de l'espace, notamment par le biais de la virtualité. En ce qui concerne le temps, bien, nous sommes à l'heure de l'instantanéisme, même plus du présentéisme, mais de l'instantanéisme, c'est-à-dire de l'ici et du maintenant, où tout se fait urgence, précipitation, vitesse, impatience. Et en ce qui concerne l'espace, eh bien, on peut bien dire que la virtualité a aboli les espaces, a aboli les frontières, a fait tomber les murs, a décloisonné. Prenons l'exemple de Skype, par exemple. On peut parler avec quelqu'un ici et maintenant, même s'il y a des milliers de kilomètres qui nous séparent. Donc effectivement, nous avons une représentation du monde, que ce soit par l'espace ou par le temps, qui se modifie. Et le deuxième changement de paradigme, c'est le passage de ce que j'ai appelé une société de la rationalité, du logos, à une société où ce qui domine désormais, c'est la puissance écranique, la puissance des images, dont je rappelle que l'accès à la virtualité ne se fait que par le biais d'une image, et que de fait, ce sont des images d'un genre particulier, puisqu'elles ont vocation et vertu à changer très vite. Culture du zapping, par exemple, et donc en cela, des images éphémères. Voilà. Et à partir de là, j'ai proposé de repenser l'événement, et notre rapport à l'événement. Donc notre rapport à l'événement aujourd'hui, c'est un rapport qui met en avant ce qu'on peut appeler un hyper-individu, c'est-à-dire une puissance exacerbée de l'ego, du jeu, du moi, où l'enjeu, c'est pas tellement le narcissisme que la question de la reconnaissance. En clair, ce qui fait événement, c'est moi. Ce qui fait événement, c'est je. C'est ma représentation dans l'événement. Je ne suis plus seulement spectateur de l'événement, je suis l'événement moi-même. Alors ça va du youtubeur qui arrive à faire 300 000 vues et qui va être retweeté ou rediffusé, etc. un très grand nombre de fois, qui va faire événement sur les réseaux sociaux, jusqu'à ce qu'on en parle à la télévision. Enfin bref, ça peut vraiment déclencher des choses importantes, à des événements de plus grande envergure qui ne vont aussi avoir une véritable résonance que parce qu'ils vont être présents sur Internet. Donc effectivement, ça nous amène à repenser l'événement et à mettre au cœur de notre rapport à l'événement la question de la reconnaissance, c'est la reconnaissance de quelque chose de particulier qu'on appelle la singularité. Et j'ai terminé en proposant une réflexion sur la créativité et le fait de dire qu'aujourd'hui, être créateur et créer un événement qui fasse émerger la singularité, qui est une reconnaissance des singularités, ce n'est pas forcément créer de l'extraordinaire. D'ailleurs, comme le disait Léonard de Vinci, le comble de la sophistication, c'est la simplicité. C'est justement être capable de revenir à des choses simples. Sortir de l'ordinaire sans pour autant créer de l'extraordinaire. Non mais génial, et on a bien vu à quel point ça résonnait, et d'ailleurs la complémentarité aussi de vos 2 discours avec l'approche très scientifique de Jacques Fradin. Moi j'ai envie de t'emmener sur un territoire un tout petit peu différent, on travaille beaucoup sur la notion d'engagement dans les événements, avec une prise de conscience assez forte récemment que learning by doing c'est obligatoire, et que le top-down dans la transmission de l'information d'un acteur passif qui fait qu'écouter, en fait la rétention, la mémorisation de messages, la compréhension, elle est nulle. Et je trouve qu'il y a une convergence très forte entre les 2 notions, celle que tu décris comme étant une contrainte du monde qui évolue et qui donne un besoin important de reconnaissance, mais aussi de manière convergente, créer des événements qui créent plus de mémoire, qui créent plus d'engagement, qui créent plus de transmission de savoir. Un point sur lequel j'ai profondément insisté, que je n'ai pas évoqué là précédemment, c'est la capacité de pouvoir transformer des connexions en rencontres. Il y a une chose qui n'est pas prête de s'étioler, et quels que soient les moyens de pouvoir y parvenir. Et pour moi, Internet, pour dire les choses très simplement, c'est un outil de rencontre. On n'a jamais eu autant d'occasions de se rencontrer. Après, il n'en appelle qu'à notre responsabilité de savoir ce qu'on en fait. Moi, je m'amuse tout le temps j'invite les gens à traverser les écrans. Ça ne coûte rien. On a une chance incroyable de pouvoir se connecter et avoir accès à énormément de monde qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire. J'adore ta bataille parce que c'est la mienne aussi. Et tu sais, je sors de là aujourd'hui, hier, je travaillais sur les petits frères des pauvres. Je ne sais pas si tu connais cette association. Bien sûr, évidemment. Oui. Et je les aidais à prendre le numérique, et leur gros frein, c'était est-ce que c'est pas un facteur de déshumanisation? Au contraire. Et je leur ai dit, c'est à vous, avec vos valeurs, avec vos ambitions,
d'utiliser cet outil pour au contraire qu'il soit facteur d'humanisation? Prenons un exemple très simple. On peut prendre quelqu'un dans une rame de métro, et Dieu sait que j'ai fait la ligne de RER A le matin en allant à la Défense quand j'allais à Nanterre, à la fac. Et je peux vous dire qu'il n'y a personne qui se parle. On est ensemble, sans être dans un registre humanisant. Alors qu'aujourd'hui, on peut être ensemble virtuellement et humaniser ce lien. Et ça, moi j'ai carrément théorisé ça, parce que j'ai appelé ça l'altérisme. C'est-à-dire la manière de pouvoir, c'est pas de l'altérité, c'est vraiment enrichir de sens, de réalité, de densité, d'engagement dans la relation à l'autre, nos connexions virtuelles. Donc c'est vraiment quelque chose qui pour moi est un enjeu. Et quand on aura cessé de s'inquiéter en disant « Mon Dieu, Internet c'est terrifiant, ça tue l'humanité, ça tue l'homme », mais qu'au contraire on s'en serve comme un outil de créativité, de production, de rencontre, ben là je pense qu'on arrivera à dépasser ça et à être super productif avec Internet. Moi je te rejoins à 200% dans cette notion que c'est une question d'intention et de décision, c'est à nous de prendre notre destin en main, mais je suis relativement, on va dire, j'ai des doutes encore aujourd'hui sur le chemin que prennent la plupart des gens sur le sujet. Et comment on peut aider nos sociétés à avoir plus d'intention et de décider que c'est un outil d'humanisation? Eh bien, simplement de rappeler qu'il y a des choses très simples. Par exemple, le passage par la virtualité, c'est-à-dire ce que j'ai appelé vraiment les objets écrans, Internet, smartphone, tablette, ordinateur, ce sont aussi des objets désinhibants. Ah oui. Par exemple... C'est dangereux. Alors, on parlait hier des éthiques qui seraient différentes dans le digital ou pas dans le digital, ouais, ou alors des justement, morales. alors, oui et non, parce qu'il y a deux choses. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on assiste à des ruptures par SMS? Là, je disais ce matin, EDF vire les gens par téléphone. Donc peut-être qu'ils envoient un texto. Hein. Ils sont toujours très délicats, j'ai l'impression, chez EDF. Toujours est-il que, effectivement, on va faire des déclarations. Ce qu'on n'oserait pas dire les yeux dans les yeux, que ce soit en rupture ou en rencontre, en déclaration d'amour par exemple, on va le faire de manière beaucoup plus facilement par texto ou par un canal moins humain, par le biais de l'intermédiaire d'une machine, d'un écran plus précisément, qui met à la fois une distance, mais aussi une distance originale qui désinhibe. Et vous savez, il y a quelques temps, là, il y a eu sur Facebook, ça tournait, c'était assez drôle. Que seraient nos vies dans le lien à l'autre si on appliquait strictement ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? On like, etc. Et donc vous imaginez un inconnu, vous lui dites « Ah ben j'aime », vous allez lui parler, alors qu'on ne le ferait pas dans la vie. Oui, ça désinhibe complètement, avec des côtés positifs dans certains cas et des côtés négatifs dans d'autres. Dans les côtés vraiment très positifs, c'est que du coup on va à la rencontre de l'autre, ce qu'on ne ferait pas dans le réel. Alors est-ce que c'est un facteur déshumanisant si on le prend au sens littéral? Non. Après, comme vous le dites, libre à chacun. On ne peut pas dire, moi j'ai 2500 personnes sur Facebook en amis, je ne suis pas amie au sens littéral avec 2500 personnes. Néanmoins, j'ai des liens privilégiés. Après, libre à moi de les enrichir ou pas, comme dans le réel. Il n'y a pas de distance. C'est exactement la même chose. On reste des sujets libres et on peut agir comme on en a envie. La seule différence, c'est qu'il faut en garder la conscience. Elsa, on dépasse largement les temps normaux pour une vidéo de ce type et une petite interview. J'ai envie de te dire comment peuvent faire les gens qui nous suivent pour continuer la conversation avec toi. Alors, je vous invite à vous inscrire sur ma page Facebook. Je suis très libre. J'organise régulièrement des lives Facebook. Lors desquels je fais des conférences interactives. Je parle vraiment d'agora philosophique. Et avec un ami philosophe qui a créé ça, enfin vraiment on essaye de dynamiser le plus possible et de donner la parole aux citoyens aussi, pour qu'ils puissent générer une réflexion, une pensée. Et les lives Facebook, c'est super sympa parce que comme ça, voilà, je me filme, j'ai besoin de rien, je suis dans mon salon, il y a beaucoup de proximité. Et en même temps, j'interagis avec des gens qui me posent des questions en direct et qui interagissent entre eux. Et ça, c'est quelque chose, je pense que Socrate, s'il avait connu ça, il en aurait vraiment profité. Nous aussi, on en aurait peut-être profité de plus de Socrate d'ailleurs. Mais en tout cas, merci pour ces belles paroles. Continuez à évangéliser le monde vers l'optimisme et l'enthousiasme du digital humanisant. J'ai pas d'évangélisation à faire, c'est juste que j'ai une foi immodérée en l'homme. Et je me maintiens là-dedans. Merci beaucoup. Merci.